Eh bien, bonjour tout le monde. On va juste faire déjà des petits tests pour savoir si vous nous entendez bien. Enfin, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, vous pouvez par la petite fenêtre de chat donc dire que tout est OK, que tout fonctionne de votre côté. Voilà, faire des petits tests un petit peu au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. Voilà, je vois que ça arrive au fur et à mesure. Ça marche, c'est ligne, donc ça marche, parfait. On a Marie, on a Richard. Ça arrive au fur et à mesure. Tout fonctionne, c'est très bien. Bon, bah, parfait. On va attendre un petit peu pour les retardataires. Voilà, bon, on va peut-être commencer aussi. Vous avez Sarah aussi, si vous avez des problèmes techniques de Together Team qui vous guidera si vous, de votre côté, vous avez des problèmes techniques. Voilà, et puis moi, pendant une demi-heure, c'est le challenge. Je vais vous présenter la Tanzanie. Donc, je vais commencer. Avant de commencer, je vais vous présenter. D'abord, moi, je suis Laurent Gavache. Je fais partie de Tanganyika Expédition. Donc, on est réceptif sur la Tanzanie. Tanganyika en France, ça représente à peu près une quinzaine de personnes. On est sur deux bureaux. Un bureau sur la région parisienne, hein, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de les contacter, et un bureau sur la région de Nice, d'où je vous parle, parce que je suis en France et je ne suis pas en Tanzanie. Voilà, donc c'est au niveau du contact technique et tout ce qui est programme, on a la facilité comme ça de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc voilà, Tanganyika Expédition, ça fait une trentaine d'années qu'on existe. Là, je vous ai parlé de la partie France, et je vous parlerai un peu plus loin dans le déroulé de la partie Tanzanie. Avant de faire la présentation globale, je vais vous faire une petite, ce qu'on appelle un petit teasing, hein, c'est une petite vidéo, voilà, que vous allez pouvoir regarder, histoire de vous mettre un petit peu en bouche, comme on dit. Vous pouvez mettre le son si vous voulez. Voilà, donc je pense que là vous êtes un petit peu en situation hein, de ce très beau pays qu'est la Tanzanie. Alors, on va faire, ça va pas être trop scolaire, mais je pense que vous avez tous un petit peu la notion de la situation de la Tanzanie sur la carte de l'Afrique. Je vous fais un petit rappel là pour ceux qui savent pas trop. Voilà, Tanzanie c'est un pays d'Afrique de l'Est qui est frontalier avec le Kenya. Hein, vous avez le Kenya ici, et nous la Tanzanie, voilà, on est ici. C'est ce qu'on appelle les pays des Grands Lacs. Les Grands Lacs, bien sûr, c'est le lac Victoria, le lac Tanganyika qui a donné son nom au pays. Vous avez ensuite le lac Malawi. Et puis voilà, c'est aussi bordé par l'océan Indien. Voilà, c'est une république. On va faire un petit peu, pas trop scolaire, mais des petites notions à connaître quand même. C'est une république, hein, la Tanzanie. La capitale, eh ben, en fait, c'est Dodoma, ici. Voilà, tout le monde pense que c'est Dar es Salaam. On va dire que Dar es Salaam, en fait, c'est la capitale économique. C'est vraiment là où tout le business, les affaires se font. Et Dodoma, c'est au centre. C'est une ville qui est pas très grande, mais c'est là qu'il y a le Parlement. Voilà. Et c'est la capitale administrative, en tout cas, du pays. Des petites informations un peu générales sur la destination. C'est la langue officielle, donc c'est le Kiswahili. Kiswahili, il faut savoir que c'est une langue qui est, je crois que c'est la langue la plus parlée en Afrique, hein, notamment en Afrique de l'Est. On a le Kenya, il parle le Swahili, on a une partie de la RDC, la Tanzanie, et d'autres pays parlent le Kiswahili. Mais ensuite, en seconde langue, on a l'anglais. Donc la capitale, je vous l'ai dit, c'était le Dodoma. La monnaie, ben, on a du shilling tanzanien, hein, mais bon, généralement, pour tout ce qui est touristique, le dollar fonctionne très bien pour vos clients sur place. Voilà.
à peu près un cours, en ce moment, on va être à peu près 1 euro égale 2600 shillings tanzaniens. En termes de décalage horaire, pas beaucoup de décalage horaire. Voilà. On est à peu près par rapport à Londres à plus 3 heures. Donc en ce moment, c'est l'hiver en France, on est en horaire d'hiver. En Tanzanie, ils sont 2 heures en avance par rapport à nous. Et nous, quand on est en été, en heure d'été ici, on n'a qu'une heure de décalage. Donc tout ce qui est voyage, ça se fait sans problème, que ce soit les groupes ou les individuels. C'est une république fédérale, hein, donc ils élisent des députés et un président qui est élu aussi depuis 2015. Le dernier en date, c'est John Magufuli. Au niveau des formalités, passeport valide, 6 mois, ça c'est commun à tous les voyages, on va dire, et un visa touristique pour les citoyens français et européens que l'on peut obtenir sur place très facilement pour 50 $. Voilà, donc vous pouvez soit les obtenir à l'ambassade, soit les obtenir directement à l'arrivée dans les ports d'entrée que sont Zanzibar, Dar es Salaam ou Kilimandjaro pour le nord. Encore des petits chiffres, en termes de superficie, la Tanzanie fait 945 000 km². Pour comparer la France, voilà, c'est 2 fois plus grand, avec à peu près 10 millions de moins d'habitants par rapport à la France. Donc, pays très vaste et quand même un taux d'habitation plus faible, assez faible. Les grandes dates, tout ce qui est à partir du 19e siècle, donc fin du 19e, on a toute la période des grandes expéditions pour découvrir un petit peu, rechercher les sources du Nil avec la découverte des grands lacs. Ensuite, début du 20e, on a une colonisation allemande jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein. C'est passé ensuite sous colonisation anglaise jusqu'en 1961. 61, on a l'indépendance du Tanganyika. Donc le Tanganyika qui est toute la partie continentale du pays. Et en 64, le Tanganyika a la bonne idée de s'unifier avec Zanzibar. Et en fait, en 64, un nouveau pays naît qui est l'unification du Tanganyika et du Zanzibar. Et ça donne ce nouveau pays qui est la Tanzanie. Donc Tanzania, c'est un nom qui a purement été fait comme ça en prenant Tanganyika et Zanzibar. Voilà. Dans les petites questions, là, quand vous êtes inscrit, je demandais notamment quelle était l'idée principale qui vous venait en tête quand on parlait de Tanzanie. La majorité de vous a dit les safaris. Ben, c'est vrai, la Tanzanie reste voilà, le pays phare des safaris photos, des safaris animaliers. Voilà, je vous montre un petit peu des images de ce qu'on peut voir là-bas, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment la destination pour ces grands espaces, pour tout ce qui est découverte animalière, les grands fauves, les pachydermes. Ce qui est intéressant aussi en Tanzanie, souvent les gens sont un petit peu pas habitués, mais s'attendent vraiment à une richesse extraordinaire en termes animaliers, mais ils sont souvent surpris par la variété des paysages. Notamment dans le nord du pays, tout ce qui est les circuits du nord, on a vraiment sur une faible distance géographique, une très très grande variété de paysages. On peut passer de volcans en activité à des zones de lacs, des grandes plaines, les steppes, Maasai, les volcans éteints, les grandes montagnes comme le Kilimandjaro, le mont Meru, la Rift Valley aussi, des forêts équatoriales aussi, les cratères aussi. Donc c'est vraiment une très très grande variété de paysages. Une question qui revient souvent, c'est quelle saison pour visiter la Tanzanie? Alors, là-dessus, il y a plusieurs opinions et plusieurs idées qui sont faites. La règle générale, déjà, je vais vous parler surtout de la météo sur le nord, hein, parce que le nord, c'est vraiment les programmes que vous allez proposer en premier à vos clients, et c'est la première fois quand les gens viennent en Tanzanie pour la première fois, on va les orienter sur le nord. Donc, sur le nord, on a ce qu'on appelle une saison des grandes pluies qui va être à peu près de mars ici jusqu'à peu près fin mai. Voilà, toute cette partie-là, nous on appelle ça la saison verte. Pourquoi? La saison verte, ça arrose et puis un petit peu les herbes repoussent. Puis ensuite une saison
des petites pluies qui est ici une quinzaine de jours entre la fin novembre et le début décembre. Voilà. Et tout le reste, on est vraiment en saison chaude et sèche. Vous voyez un petit peu les pictogrammes ici. Bon, soleil, ici un peu plus de pluie, un peu plus de nuages ici. Voilà. Donc, vraiment deux grandes saisons à différencier. La saison sèche, que nous on appelle la saison jaune, et la saison des pluies, que nous on va plutôt appeler la saison verte, histoire de ne pas effrayer vos clients, parce que vous verrez un peu plus tard, je vous expliquerai que la saison des pluies est très intéressante. Sur les morts, en fait, toute l'année, on a vraiment à peu près la même température, hein, tout au long de la journée, on varie entre 28 et 31, c'est assez agréable d'ailleurs le nord pour ça. Alors, tac, petit. Voilà, bon, les différentes saisons, là, j'ai un petit peu plus développé, donc pour ceux qui auront l'occasion de récupérer mon PowerPoint, vous verrez un petit peu ça. Je vais maintenant vous parler un petit peu des parcs nationaux, parce que, voilà, c'est un peu l'attrait principal de la destination, ce sont les parcs nationaux. Il faut savoir que, je vous disais tout à l'heure, la première orientation que vous allez faire pour vos clients, hein, on va les orienter sur tout ce qui est circuit du Nord. Circuit du Nord, voilà, c'est tout ça. Ça inclut... alors, je vais laisser un petit peu. Voilà, ça inclut le Serengeti. Hop, attendez, j'ai un petit bug dans mon présentation. Voilà, ça c'est les parcs du Nord. Vous avez ici la frontière avec le Kenya. Ici, vous avez le Masai Mara, hein, qui est le côté kényan du Serengeti. Et là, vous avez vraiment les circuits du Nord. Les circuits du Nord, ça inclut le parc du Tarangire. Vous avez ici, à peu près dans cette zone, l'aéroport international de Kilimanjaro. Vous avez ici le parc national d'Arusha, le parc du Tarangire, le parc de Manyara, la zone de conservation du Ngorongoro, qu'on appelle le NCA. Et dans cette zone de conservation, on a ce fameux et célèbre cratère du Ngorongoro. Et ensuite, vous avez ici le Serengeti. Ce fameux Serengeti, que tout le monde connaît, hein, de nom en tout cas, qui fait 14 000 km². Je vais revenir un petit peu sur les différents parcs un peu plus en détail. Donc le Serengeti, à tout seigneur, tout honneur, hein, le plus grand parc national du Nord, qui fait 14 000 km². 14 000 km², c'est pour vous situer une petite image, moi je donne souvent cette image qui est assez parlante, c'est la moitié de la superficie de la Belgique. Hein. Donc c'est énorme, c'est très vaste, et c'est à nous, professionnels de la destination, de créer le programme en fonction de la saison, hein, et d'orienter un petit peu les clients sur les zones qui sont intéressantes aux différentes saisons. Ici, vous avez un petit pictogramme comme ça, où on vous donne à titre indicatif la meilleure saison pour visiter le parc. Alors voilà, on va dire que, en fait, ce parc-là, on va le visiter toute l'année, avec peut-être un petit peu moins d'intérêt entre mars et mai, mais en fait, ça dépendra des zones du Serengeti, parce que le sud du Serengeti à cette saison est assez extraordinaire, un peu moins le nord, on va dire. Voilà. Donc ça, vous voyez un petit peu, on va dire qu'on pourrait presque tout mettre en vert pour le Serengeti. En tout cas, c'est vraiment un parc qu'on va visiter toute l'année. Ensuite, on a donc là, le Serengeti, je quelques petites images comme ça pour vous situer, vous montrer. Donc c'est un paysage de grandes steppes, c'est un parc qui est très réputé pour ses félins. C'est aussi, le Serengeti, c'est là que se passe la grande migration. La grande migration annuelle de gnous et de zèbres. Voilà. C'est ces images qu'on peut voir souvent dans les reportages télé, avec ces gnous, ces zèbres qui traversent les rivières ou qui sont dans les grandes plaines. Et ça, c'est un spectacle qu'on peut vraiment avoir en avril ou en mars, avril, mai, dans les plaines du sud du Serengeti. Voilà. C'est pour ça que nous, on développe depuis pas mal d'années les basses saisons touristiques, comme les saisons de pluie. Pourquoi? Parce que on a vraiment un spectacle animalier extraordinaire. Hein, ça, il y a moins de monde, c'est moins cher que le reste de l'année également. On peut avoir des pluies, ça c'est clair, mais les pluies sont pas gênantes. Ça va être des averses qui vont être
localisé ici, vous avez une alerte ici vous êtes au soleil, souvent la nuit aussi, et ça dure pas. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense, les pistes sont praticables. Dans le Serengeti, peut-être il y aura quelques pistes un petit peu excentrées qui vont pas être praticables, mais la majorité des pistes en saison de pluie sont praticables. Là, je vais vous montrer un petit peu le mécanisme de la grande migration. Ça, c'est un petit peu la position des troupeaux de gnous et de zèbres. Donc, la migration, c'est 2 millions de têtes qui regroupent des gnous, des zèbres, un petit peu de gazelles, qui suivent un petit peu tout ça. Et le système fonctionne comme ça. On va partir sur une année entière. Donc, en janvier, on est dans le sud du Serengeti, ici, voilà, avec le NCA aussi, la zone de conservation. C'est là qu'il y a un regroupement important. En février, bon, ça se regroupe toujours avec un petit peu, pas mal de naissances à cette saison. Mars aussi, ça se regroupe encore. Avril, ça commence à remonter comme ça vers le lac Victoria. Ici, vous avez le lac Victoria. Mais voilà, ça continue à bouger. Juin, juillet, ça remonte un petit peu vers le Kenya. Août, et là, effectivement, au nord du Serengeti, avec le Kenya. Septembre, octobre, novembre, décembre. Et on a fait notre année. Voilà, on a fait notre année. Donc, c'est vrai que souvent, j'entends un petit peu les gens dire, que ce soit les agents de voyage ou les autres les personnes qui connaissent un peu, disent oui, la grande migration, pour la voir, faut aller en Tanzanie ou dans le Serengeti, il faut aller entre août et septembre. Je dis oui, effectivement. Mais ça, c'est quand on voit ça du point de vue de l'Office du tourisme du Kenya. C'est-à-dire que c'est entre le Masai Mara du Kenya et le Serengeti tanzanien. Chez nous, la grande migration, elle y est toute l'année. Donc, selon la saison, eh ben, on placera un petit peu vos clients, on va plus les orienter vers le nord ou vers le sud, voilà, selon un petit peu la saison. Après, il y a les animaux qui migrent et les animaux qui restent. Ce n'est pas parce que vous visitez le Serengeti en novembre, vous restez dans le centre, bah, vous n'aurez peut-être pas la grande migration, effectivement, mais vous verrez tout ce qu'il y a à voir dans le Serengeti, une variété intense de mammifères, pachydermes, les félins, voilà, vous verrez aussi des gnous, des zèbres, parce qu'il y en a qui migrent pas, qui restent un petit peu dans les zones. Donc voilà, même si on n'est pas dans le Serengeti en période de migration à l'endroit X, et bien on voit quand même des animaux tout au long de l'année. Deuxième zone très importante du nord, c'est ce qu'on appelle le SCA, ou l'aire de conservation Ngorongoro. Voilà, c'est 8200 km². Là, vous voyez, tout est en vert. C'est-à-dire que toute l'année est favorable à visiter cette zone. Ce qui est intéressant donc le NCA, c'est toute cette zone-là. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu dérapé. Ça, c'est le NCA, voilà, ici. Et à l'intérieur du NCA, on a ce célèbre cratère du Ngorongoro, voilà, que plus ou moins tout le monde connaît parce que c'est une caldeira, c'est un volcan qui s'est affaissé et qui représente vraiment une espèce d'enclos naturel dans lequel on peut voir rhinocéros et pas mal de félins, tout ça. La migration ne rentre pas dans le cratère. Les populations sont assez stables tout au long de l'année dans le cratère du Ngorongoro. Ce qui est intéressant dans cette zone du NCA, c'est que aussi là, les Maasai et les autres tribus sont autorisés à y vivre par rapport aux autres parcs nationaux où il n'y a aucun village tribal. Deuxième grand parc du Nord, on a le Tarangire, le parc du Tarangire, qui lui fait 2600 km² avec voilà, un petit peu une très belle saison pour le Tarangire, c'est à peu près entre juin et novembre, parce qu'on a vraiment des grands regroupements d'éléphants à cette saison. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu en vert. Les autres saisons, on a des aires qui sont un peu plus hautes, mais qui restent intéressantes quand même. Les félins sont là-bas toute l'année. Donc vraiment, à la limite, si on peut ne pas le visiter ou si on n'a pas trop le temps, on le supprime en avril et en mai. On ne va pas le visiter. Mais là, au reste de l'année, ça reste très très intéressant. Le parc du Tarangire, c'est ici. Voilà.
Juste pour revenir un petit peu sur ces circuits du Nord, comme ça, un circuit classique sur le Nord, on va le faire en moyenne entre 7 et 8 nuits. On arrive à Kilimandjaro, et puis on va comme ça avancer de jour en jour avec le véhicule, le chauffeur guide, et on va faire un parc, 2 parcs, le cratère, 3 parcs, et peut-être faire un vol retour vers Arusha ou vers Zanzibar. Mais en moyenne, pour que ce soit sur une durée équilibrée, un programme sur les parcs du Nord, voilà, au moins 7-8 nuits. Après, on peut faire plus long, bien sûr, hein. On peut rajouter un parc d'Arusha, on peut aller visiter la zone de Natron, mais c'est toujours pareil, le bon équilibre entre le temps, le budget, voilà, on essaie de trouver un petit peu le bon équilibre. Nous, on peut faire très bien des safaris de 12 jours, mais safaris de 12 jours, ça chiffre quand même pas mal au bout du compte. Hop. Donc le Tarangire. Après, on a le parc de Manyara. Bon, là, ça reste aussi un petit parc hein, qui se situe ici. En général, c'est un parc qu'on va mettre en début de programme, hein, qui est intéressant hein, malgré tout. Alors des fois, on a des gens qui veulent un petit peu le supprimer aussi, mais il est intéressant. C'est une très bonne, c'est un très bon moyen de mettre un petit peu en bouche les gens sur une première journée dans ce parc qui fait que 330 km². Avec 200 km² de parc, donc il reste pas grand chose de terre, mais voilà, un parc où il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de singes, et selon les périodes, on a vraiment des regroupements de flamants roses, de pélicans qui sont assez intéressants. Après, voilà, des autres petits parcs qu'on peut donc aussi combiner sur les circuits un peu plus classiques. On a le parc d'Arusha, qui se situe ici, qui est juste en face du Kilimandjaro. Donc, ce qui est intéressant, moi j'aime bien proposer un petit peu pour les gens qui veulent vraiment voir le Kilimandjaro, souvent d'aller faire une marche, dans ce parc, de monter un petit peu sur les pieds du Mont Meru, parce que dans ce parc, on a le Mont Meru qui fait plus de 4000 mètres. Plus de 4000 mètres d'altitude, hein, sachant que le Mont Blanc, on est dans les 4003, donc vous voyez. Et il est face au Kilimandjaro qui, lui, atteint les 6000 mètres d'altitude. Donc voilà un petit parc qu'on peut ajouter sur un programme classique aussi, pour ajouter un petit peu de journée comme ça. Après, on a aussi la zone de Natron. Zone de Natron qui est pas très connue, qui est ici, avec le lac Natron, qui est à mon sens très sauvage. Au niveau des animaux, on a moins de richesse que le Tarangire, que le Serengeti. Mais moi j'aime beaucoup cette zone parce que on peut faire pas mal de trek, notamment gravir ce volcan Lingal, qui est le volcan en activité. Donc ça c'est un trek qui est assez sportif, qu'on peut intégrer dans un programme safari, hein, bien sûr. Cette zone est très intéressante parce que pas mal de villages à visiter. On y va surtout un petit peu pour le côté sauvage, un petit peu aventure, voilà. Et des périodes un petit peu à éviter qui sont avril-mai parce que là, les difficultés quand même pour rejoindre ces zones avec des pistes un petit peu trop chargées d'eau, je dirais. Voilà. Là, je vous ai fait un petit descriptif un petit peu des parcs du Nord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le Nord? Bien sûr, on va faire les safaris photos. On peut faire tout ce qui est ascension, Kilimandjaro le plus connu, mais d'autres treks, hein, je vous ai un petit peu parlé là du Lengai. On va pouvoir faire des excursions canoës sur les différents lacs, à Arusha, vers Manyara, de l'équitation aussi, voilà, on peut faire une demi-journée d'équitation notamment sur Arusha, des activités culturelles dans les différents villages, on peut faire des demi-journées comme ça, on va montrer un petit peu les villages, voir un petit peu comment ils vivent, rencontrer les tribus aussi, hein, je reviendrai un petit peu sur les tribus tout à l'heure, et puis après tous les produits un peu plus élitistes comme les vols en montgolfière, des choses comme ça. Là, je vous ai parlé donc de tous ces parcs du Nord qui sont un petit peu vos premiers produits à vendre, à proposer. Ensuite, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on a tout ce qu'on appelle nous les autres parcs de Tanzanie et notamment les parcs du Sud. Toute cette zone-là, qui sont immenses. Autant là, je vous disais qu'on avait 14 000 km² ici, 14 000 km², pardon. Le Selous, ici, on est à 50 000 km². Donc, vous voyez, ce sont des zones qui sont immenses. Et là, par contre, on a des zones où on ne va pas du tout visiter le Sud, mars, avril et mai aussi, hein, toute cette période-là qui est très inondée. Il y a même certains lots qui sont fermés à cette saison.
Par contre, pour le reste de l'année, c'est assez intéressant. Par contre, tous ces parcs du sud, comme Ruaha, Selous, Mikumi, ces parcs-là, en termes de budget, on va quand même sur des budgets supérieurs à ce qu'on peut vous proposer sur le nord. Pour ça que moi je dis toujours, le nord, c'est souvent satisfaction garantie pour nos clients. Ils ont une variété animalière, ils ont une variété de paysages, ils ont aussi des distances qui sont faibles et des budgets qui vont rester équilibrés. Le sud, ça va plus s'adresser un petit peu à des gens qui sont déjà venus en Tanzanie, des choses qui recherchent un petit peu des choses un peu pointues en termes d'animaux. Voilà. Donc, on se dirige en premier sur les parcs du Nord, et le Sud reste faisable, bien sûr, sans problème. Mais il faut déjà bien dégrossir un petit peu la demande de vos clients. Ensuite, la Tanzanie, c'est aussi Zanzibar, l'archipel de Zanzibar. Zanzibar, c'est un petit peu l'extension balnéaire de la Tanzanie. C'est une île corallienne, et c'est un archipel Zanzibar en fait. Là, petit pictogramme sur la météo, sur Zanzibar. En gros, on varie entre la température entre 30, 28. Le plus frais, c'est en juillet, en août. Voilà. Sachant, mais bon, moins de 27, 28 degrés, ça reste tout à fait vivable. Et par contre, on a une saison vraiment où les pluies sont plus marquées en avril et en mai sur Zanzibar. Donc, vous pouvez très bien vendre du balnéaire à cette saison. Il faudra quand même prévenir vos clients qu'il y a quand même des risques de pluie à cette saison. Et un petit peu en novembre aussi, pendant la saison des petites pluies. Donc Zanzibar, en fait, c'est le même pays, mais c'est un second voyage qui commence pour vos clients. C'est une île corallienne, avec voilà, tout ce qui est balnéaire, ce côté un peu féerique, un petit peu idyllique, des plages, voilà. Ce qui est intéressant sur Zanzibar, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, c'est la vieille ville de Zambon, qui est la capitale de l'île, capitale qui se situe ici, à l'est. Voilà. Tout ce qui est balnéaire ensuite va se faire sur la côte nord-est, sur la côte est, un petit peu au sud et au nord. Voilà. Ici, le balnéaire, on oublie, c'est pas très sympa parce que les plages sont pas très jolies. Il faut savoir que sur Zanzibar également, on a ce qu'on appelle le phénomène des marées. Tout ce qui est la côte est, étant donné qu'on a une barrière de corail ici, à certaines heures de la journée, pour ceux qui ne sont pas habitués aux marées, on a la mer qui se retire sur plusieurs centaines de mètres, et puis on a les rochers qui sont à découvert. C'est un cycle naturel. Alors souvent les clients disent on ne veut pas de marée, mais ça existe, c'est naturel. La marée est un peu moins marquée au nord. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'elle est moins marquée, c'est que elle y est. Mais étant donné qu'il n'y a pas de barrière de corail, il n'y a pas de fond rocailleux. Donc la mer se retire, mais c'est un fond sablonneux et on peut se baigner marée haute, marée basse. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour revenir sur une question qui revient souvent sur Zanzibar, les marées. Après, on a plusieurs îles sur Zanzibar. Je vous disais, c'est un archipel. On a l'île de Pemba qui est réputée pour les plongeurs, avec pas beaucoup d'hébergements sur place. On a l'île de Mafia également, une offre aussi moindre en termes d'hébergement, mais vraiment une très forte richesse pour les plongeurs. Je bois un petit coup parce que je parle beaucoup. Donc les activités sur l'archipel de Zanzibar, visite de Stone Town, qui à mon sens faut vraiment pas la rater parce que c'est un passé historique très fort. Il y a des vieux bâtiments, des vieux palais, les petites rues, les marchés, un mélange un petit peu comme ça de plein de cultures africaines, Moyen-Orient, Asie, Europe. Il y a tout ce qui est balnéaire, les safaris bleus, la pêche au gros, la visite des plantations d'épices. Et puis depuis pas mal d'années maintenant, tout ce qui est côte est, région Pagé, Jambéry, c'est fort développé en termes de kitesurf. Je vous parlais tout à l'heure des différentes tribus. En Tanzanie, il faut savoir qu'on a plus de 120 ethnies différentes. Donc 120 ethnies différentes. Les Maasai sont les plus réputés,
les plus emblématiques. Mais rien que dans le nord, voilà, là par exemple, on a des Bushmen, hein, qui sont des chasseurs-cueilleurs. Dans la région des Yassi, également dans cette région, on a des Dagota. Donc il y a vraiment une très très grande variété de tribus. Il n'y a pas que les Maasai, il y en a d'autres qu'on peut éventuellement rencontrer. Pour vous parler un petit peu maintenant de Tanganyika Expédition, donc nous, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on existe. Hein, on est référencé dans la plupart des grands réseaux français d'agences de voyage, pour tout ce qui est à la carte, programme à la carte sur la destination. On propose bien sûr les safaris, on en a parlé, les ascensions, les treks, les extensions balnéaires sur Zanzibar. Hein, on peut vous faire les produits complets et on peut même vous proposer également l'aérien international, hein, puisqu'on a accès par notre agence IATA à des grilles tour opérateurs, donc on peut vraiment tout vous faire sur la destination. Nos équipes sur place, ça représente plus de 200 personnes. On est physiquement basé à Arusha, sur le nord. On a une flotte de véhicules, une quarantaine de véhicules Safari Photo, qui sont des 4x4, qui peuvent être des 4x4 4-5 places, des véhicules 6-7 places. Si on travaille demain ensemble, on va travailler sur des produits à la carte et en privatif. Donc voilà, on va pas mélanger vos clients, hein, on va mettre vos clients, un petit couple de voyageurs de noces, et bien ils seront seuls en privatif avec leur chauffeur guide. Chauffeur guide que l'on peut garantir la majorité du temps en francophone. Hein. Tous nos guides sont anglophones, bien sûr, mais on en a une grande partie qui vont parler français. On en a qui parlent allemand, espagnol, italien, voilà. Donc ça, c'est important. Il y a quelques scènes un petit peu de safari. Donc je vous disais, hein, le circuit, tout se fait avec le même véhicule premier au dernier jour, un petit peu selon le programme. Et on a comme ça les véhicules qui sont adaptés pour rouler sur la route et puis pour faire le safari dans les parcs. Voilà, une petite partie de notre équipe. Ce qui nous démarque aussi, Tanganyika, c'est un petit peu notre portfolio d'hébergement. On a dans tous les parcs du Nord, à chaque étape, la possibilité de faire une nuitée chez nous. On a développé, actuellement, on doit avoir 8 ou 9 lodges et camps. Je vais vous les passer un petit peu comme ça. Voilà, on a des petites structures qui sont des plantations de café, on a des camps. À chaque fois, ce sont des petites structures. Hein, on va se situer sur du moyen de gamme. Ici, c'est le camp d'Olduvai qui fait que 18 tentes. Donc, petite structure à taille humaine, très impliquée dans tout ce qui est développement écologique, en tout cas, hein, puisqu'on retraite les déchets, on utilise des panneaux solaires. Voilà. L'idée, un petit peu, dans nos programmes, c'est le soir, plutôt que d'être dans un lodge un petit peu aseptisé comme ça, de prolonger un petit peu la magie du safari photo le soir dans l'hébergement, hein, entendre un petit peu la brousse, nos chambres, et de vivre vraiment des choses sympathiques, aussi avec les Maasai, par exemple, sont dans nos différents camps. Voilà. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'avoir nos programmes en main, et vous voyez un petit peu le type d'hébergement qu'on a. Une chose qu'on a créée aussi depuis cet été, c'est qu'on a mis en place aussi des safaris 4x4 électriques au Grumeti Hills. Et qu'on mettra en place aussi cet été à notre dernier lodge, le Mara River Post. Donc ce sont des véhicules 100% électriques. Vous les voyez ici, ça visuellement, c'est un 4x4 tout ce qu'il y a de plus classique, mais la motorisation était 100% électrique. Et on recharge ça avec les panneaux solaires qu'on a dans nos différents lodges. Voilà. Après, voilà, il y a encore, je continue un petit peu la liste de nos différents lodges. Après, on est tout à fait apte à vous proposer tout ce qui existe autre que Tanganyika, hein, bien sûr. On peut très bien créer des programmes avec vous, avec les chaînes Serena, les Sopa, les choses très exclusives comme Shem Shem ou Experience. Sur Zanzibar également, on va pouvoir vous proposer toute la gamme d'hébergement qui est présente sur la destination. Voilà, pour terminer, voilà, juste pour vous dire qu'on a depuis 30 ans développé des programmes comme ça d'aide au développement locaux, à la fois des écoles, des dispensaires. On finance aussi des fondations pour tout ce qui est protection de la faune et tout ce qui est développement durable sur place avec un petit peu tout
le traitement de nos logs, le retraitement des déchets, tout ça. Voilà. Vous pouvez donc nous contacter sur cette adresse email. Et voilà, on a mis ça qui vous dit au revoir et vous souhaite un très bon safari. Donc maintenant, si vous avez des questions un petit peu pour continuer un petit peu l'exposé, voilà, je pense que certains auront des questions. Donc on a un système de mode question-réponse. Alors, tac, je vais, attendez, j'essaie d'ouvrir le mode QR. Donc posez les questions au fur et à mesure, et puis je vais essayer d'y répondre. Hein, ça devrait s'afficher dans une fenêtre chez moi. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Ok, le PowerPoint. Je regarde un petit peu s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, info visa. Je vois une question, c'est info visa. Nécessaire d'avoir du liquide. Alors, le liquide, oui, obligatoire quand on rentre à Kilimanjaro Airport ou aux frontières par la route, Namanga et d'autres postes routiers. Par contre, à Zanzibar, c'est exclusivement en carte bleue. Donc, tout ce qui est Dar es Salaam, Kilimanjaro et les frontières par la route, c'est en espèces. Je regarde un petit peu les autres questions. Là, c'est des questions techniques. Non. Je ne sais pas, allez-y, n'hésitez pas. Je crois que j'ai tenu quand même mes 30 minutes. Donc, j'étais pas trop mal. Fièvre jaune est-elle obligatoire? Alors, ça, c'est une question. Ah, attendez, je vais passer. Voilà, la fièvre jaune est-elle obligatoire? C'est une question, c'est un marronnier, ça revient très très souvent. La règle exacte, c'est la fièvre jaune n'est pas obligatoire pour rentrer en Tanzanie, sauf si on passe plus de 12 heures dans un des pays de la liste qui est fournie. Donc, en résumé, si vous entrez en Tanzanie et que, avant de rentrer en Tanzanie, vous avez passé plus de 12 heures au Kenya, par exemple, ou en Éthiopie, ou au Malawi, ou ailleurs, dans des pays de la liste, il vous faudra la fièvre jaune. Quand on rentre en Tanzanie directement depuis l'Europe, avec KLM par exemple, on arrive à Kilimanjaro à KLM, pas besoin de fièvre jaune. Ou avec Turkish Airlines, les compagnies qui desservent le nord de la Tanzanie, les grandes compagnies quoi, c'est KLM Air France, Turkish Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Emirates aussi, selon les saisons. Voilà. Donc la fièvre jaune est-elle obligatoire? Oui et non. En résumé, si vous passez plus de 12 heures dans un des pays avant de rentrer en Tanzanie, oui. Pour le reste du temps, c'est non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde un petit peu. Toc, toc, toc. Ok. Info visa, on a vu. Je regarde un petit peu. Non, il n'y a pas trop de questions. Alors, la meilleure saison pour les parcs du Sud. Tac. Je vais revenir sur ma petite présentation. Les parcs du Sud. On avait un petit... je reviens, je remonte. On avait un petit... J'arrive. Voilà. La meilleure saison pour les parcs du Sud. Eh ben, je vous avais fait un petit tac. En fait, toute l'année, sauf qu'on oublie de mars à mai. Voilà. Très bonne saison à partir de juin jusqu'à effectivement novembre-décembre. Voilà. Très bonne saison pour les parcs du Sud. Est-ce qu'on a d'autres questions? En fait, pour vous poser des questions, n'hésitez pas à mettre un point d'interrogation si vous tapez quelque chose dans le chat.
parce que, en fait, quand on met un point d'interrogation, eh ben, on a un mode questions et réponses qui s'ouvre. Meilleure saison. Je regarde un petit peu. Pourra-t-on avoir... Ah oui, combien de personnes par véhicule? Voilà. Hop. Combien de personnes par véhicule? Je reviens sur mon petit PDF que j'ai préparé tout à l'heure. Nous, on fait du privatif. Hein, donc, on peut mettre jusqu'à 7 personnes dans un véhicule. Hop. Nos véhicules. On peut mettre... On a des véhicules qui sont 4-5 places. Donc, souvent, c'est 4 places derrière, une place à côté du chauffeur. Le D, c'est le chauffeur. D pour driver. Et on a des véhicules qui vont faire 6, 7 places. Voilà. Donc, si on est 8, en général, on fait 2 véhicules de 4. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que j'aurais d'autres comme question? Bah, apparemment, c'est tout. Clouc, clouc, clouc. Je regarde un petit peu. La meilleure saison, c'est fait. La fièvre jaune, on en a parlé. Donc voilà, attendez, j'ai peut-être une dernière question. Non. À quelle taille... Ah voilà, oui, ça c'est une bonne question, effectivement. Hop. Quelle taille de bagage idéalement pour ces véhicules? C'est une bonne question. Bon, si vous avez un couple qui est en voyage de noces, ils sont 2 dans un véhicule pour 4, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, ça commence à être compliqué quand on est 4 dans un véhicule pour 4 et quand on est 6 dans un véhicule pour 6 ou 7. Et par-dessus ça, vient en plus le problème des vols intérieurs. Donc généralement, ce qu'on préconise aux gens, c'est d'avoir avec eux des bagages souples, taille des sacs un peu de montagne, des choses comme ça, ou des sacs à dos. Ce qu'on n'aime pas du tout, les chauffeurs n'aiment pas du tout ça, compagnie aérienne non plus, c'est la grosse valise sur roulette en dur. Ça passe pas. Hein. Si vous avez 7 personnes qui arrivent avec un bagage comme ça, il y aura un souci un petit moment. Voilà. Quand on vous fait des programmes, on vous propose des fiches pour pouvoir qui vous donnent un petit peu les différentes dimensions. Voilà, ben je pense qu'on a un petit peu fait le tour, hein. On a fait nos petits 3 quarts d'heure. Je vous dis merci, en tout cas, d'avoir participé à cette formation. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter hein, pour toutes vos demandes sur la destination. En tout cas, merci à vous et puis peut-être à bientôt.